Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Devoir de tout dire et du droit de savoir avec Virginie Dornier. C'est l'épisode 16 et ce soir, nous allons aborder un nouveau dossier de ce grand dossier de 2500 pages. Eh bien, ce soir, nous allons aborder le dossier Dites-nous la vérité. Et je crois que les temps que nous vivons sont apocalyptique, donc nécessite de dire toute la vérité et rien que la vérité, et nous le jurons en quelque sorte. Donc merci de mettre un pouce, de partager l'émission, de vous abonner à la chaîne bien sûr, sachant que les ouvrages vont m'accompagner comme d'habitude derrière moi. À ma gauche, Claire Sévrac, La guerre secrète contre les peuples, les deux livres de Jean-Marc Sabatier et Estelle Fougère, Plus rien n'échappe à l'ARN messager, Covid long et effet indésirable du vaccin, Fausse pandémie, vrai mensonge de Corinne Lalo et Société du chaos organisé de Richard Durastant. À ma droite, Christine Coton, tous vaccinés, tous protégés, la menace pseudoscience de Hurmiret, ainsi que Paroles de soignants suspendus d'Elsa Ruyère, et j'allais dire les classiques, Serge Monast, l'intégrale, et Pierre Matt, l'agenda 2030. Bien sûr, je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec mon invité. Je suis apartisan et asyndical. Mon casier judiciaire est vierge. Je ne suis pas suicidaire et je n'appartiens strictement à aucun réseau. Donc, je ne suis ni franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club, Table 700, Mon cul sur la commode ou quelque réseau hermétique que ce soit. Et je rappelle que Virginie est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Alors, à tout de suite. On relaye, on informe, on éveille. On lit leurs travaux, on écoute leurs interventions. Bonsoir Virginie. Bonsoir Nicolas, c'est ton générique. Hein. Si à chaque fois qu'on se retrouve, ça me dresse le poil, on n'est Ça pas me fout la chair de poule. Ah, exact. J'avoue Bonsoir à que, tous. j'avoue que ça me donne des frissons. J'avais pas ressenti ça sur l'ancien générique, mais là, alors je rappelle qu'on enregistre cette émission le 17 mars 2026, donc c'est le lendemain de la 500e émission avec notre chère Prune Arnoux, la fille de Claire Sévrac. Et donc, je remercie infiniment Luc pour ce générique et j'avoue qu'il est chevaleresque, c'est le cas de le dire, avec le côté un peu hippodrome et course de chevaux, la rythmique et la technique. Donc voilà. En tout cas, merci Virginie d'être là. 16e épisode ensemble, un sacré bout de chemin jusqu'à présent. Mais ce soir, on va aborder dites-nous la vérité. Et là, on va entrer dans une autre dimension puisqu'on a évoqué le Covid, le «nous sommes en guerre», le côté militaire, et puis, le côté aussi franc-maçonnerie, le timbre Marianne, les symboles maçonniques, la République. Là, tu nous emmènes dans des contrées, qui va peut-être échapper à beaucoup d'entre nous en apparence, mais tout est interconnecté, c'est-à-dire que dans Dites-nous la vérité, il y a cette partie 5 de Junon parèdre de Jupiter au cercle d'Orion. À vue de nez comme ça, Junon, il y a un côté un peu, la mythologie. Parèdre, tu vas nous rappeler ce que c'est. Jupiter, bah, on sait que Macron se prend pour Jupiter quand c'est pas pour, quand c'est pas Néron, quand c'est pas, un autre, dieu grec ou je ne sais quoi. Et le cercle d'Orion, je crois que c'est un club un peu, select, une sorte de, pas de loge maçonnique, mais d'affiliés, en réseau de pensée, et cetera. Et puis on a, encore une fois cette belle image liberté avec le point levé. Alors ça fait penser aussi à l'international, mais c'est encore un autre domaine, parce que c'est vrai qu'une image peut laisser, paraître plusieurs symboliques, mais qui ont été dévoyées. Donc forcément, on n'a pas toujours les bonnes références au départ. Voilà, donc pourquoi déjà ce dossier qui fait 204 pages, et qui, nous amène sur des pans beaucoup plus, mythologiques, symboliques, voire ésotériques? Alors, pourquoi?
déjà, avant de te répondre, puisque tu as tous tes livres derrière toi, ça, c'est ce que nous avons déjà présenté au cours des 15 derniers épisodes, 15 premiers épisodes. Ça, c'est ce qui nous reste. Il n'y a pas les dossiers de Jean-Pierre. Donc, je prends le dossier en question. Dites-nous la vérité. Je pense que c'est une question que tout le monde se pose et c'est toujours en écho avec l'Académie des sciences morales et politiques qui ont le devoir de nous dire la vérité. Donc, le cheminement de ces dossiers qui initialement étaient des chapitres, c'est de monter on va dire, en énergie, en connaissance pour mieux intégrer le système d'exploitation dans lequel nous sommes englués de génération en génération. Alors, Junon, c'est la jumelle de Jupiter. La parèdre, c'est-à-dire que la jumelle est épouse du jumeau. Et c'est ce qui était coutumier à l'époque antique dans tout ce qui est panthéon. Donc là, il faut revenir aux déités de gréco-romaines, égyptiennes, etc. Et on va cheminer dans ce dossier-là dans l'envers des symboles qui sont ceux de la République depuis 1789. C'est bien d'avoir ramené le clin d'œil sur l'image, liberté, puisque c'était initialement une création donc, de Frank Bono. C'est donc un terrain et c'est un champ qui a été transformé avec cette création-là. Donc à la base, c'est de l'herbe. Et tout le travail de Frank Bono, c'est de faire des créations comme ça. Alors, on va essayer de ne pas trop s'attarder sur Junon, parce qu'il y aura des choses que j'aimerais aborder. Je vais juste, si tu veux bien, lire le petit paragraphe pour mettre dans le contexte. Comme là, on commence un nouveau dossier et que sur les prochains épisodes, on ne reviendra pas sur les débuts du dossier. Je cite, ce 5e opus vous présentez les symboles de la France comme jamais les élites mondialistes n'auraient voulu que vous le sachiez. Du grand sceau de France, sceau SCEAU, je précise, à l'hymne national en passant par le faisceau de licteurs. Et je précise, c'est licteur et pas lecteur. Et tu nous diras pourquoi. Vous ne regarderez plus vos passeports de la même façon. Nul doute qu'ici encore, les immortels auront des vérités à nous révéler avant que les académies ne soient démantelées et remplacées par des think tanks comme par exemple le Cercle d'Orion. On rappelle que think tank, déjà, il y a le côté tank, le côté militaire. Et donc, voilà, c'est un armement intellectuel. Voilà, toute la sémantique. Le char d'assaut. Ensuite, de la même manière, vous ne regarderez plus non plus la Statue de la Liberté, la première étant à Paris, de la même manière. Voilà. Donc, le dossier en question, il y aura beaucoup d'illustrations puisque le visuel est important. On avait déjà commencé avec les autres dossiers, notamment le fameux l'œil d'Horus qui se trouve au cimetière militaire dans le nord de la France, qui, d'un point de vue occulte, obscur, capte les énergies des défunts, des soldats qui sont morts sur le territoire français. Donc, on va cheminer dans ce dossier. Alors, effectivement, ça, c'est le plan, le sommaire. Et donc, on a un tout petit chapitre, une introduction qui explique pourquoi J'aime beaucoup la fin du plan. Les élites se sont fait niquer. Attention, piège. Oui, oui. Non, mais tu rigoles, mais parce que Nicolas, ça vient de niquer Laos, la victoire du peuple. Voilà, niquer, c'est la victoire. C'était voilà. et on reviendra dessus justement. Et Nike ou Nike, hein, Oui, avec la virgule, la marque. Tout à fait. Et au fur et à mesure, si tu veux, des dossiers, nous, on a travaillé à livrer des traductions visuelles, factuelles de ce
ce qui nous entoure et ce pourquoi on est programmé à défendre. Donc, que ce soit le timbre Marianne qu'on a évoqué aux épisodes précédents, et là, eh bien, comme c'est une guerre entre une équipe, on va dire, blanche et une équipe noire, comme pour le jeu des échiquiers, il y a un combat de femmes entre la reine noire et la reine blanche. Donc la reine vicieuse ou maléfique et la reine vertueuse et bénéfique. Donc ça, c'est la petite et courte présentation. Et ensuite, on va effectivement travailler sur la jumelle de ce Jupiter, ce fameux Jupiter. Alors, le 12 représente Jupiter. Sa jumelle, c'est 21. Si on inverse 21, 12, ça peut donner un jour de naissance, un mois de naissance. 21 décembre 1977, comme la naissance d'Emmanuel Macron, par exemple. Par exemple. Ou le 21 Donc, décembre 2012, qui était censé être la fin du monde dans le calendrier Maya aussi. absolument. Voilà, exactement. Et donc, Moi, on je suis va. du 21 septembre, donc déjà, il y a un côté 12-21. Alors, on fait une présentation dans le premier chapitre de, de qui est Junon par rapport à Jupiter, et on a fait des équivalents. Alors, je dis on parce que j'ai été pas mal aidée d'un point de vue, Symbolique. on va dire ça comme ça. Euh, on ne peut pas écrire ces dossiers-là sans être très aidé ou très inspiré ou très épaulé par l'univers dans lequel je gravite, à savoir l'énergétique, etc. Donc, j'ai été fortement appuyée avec beaucoup de coups de pied au popotin quand je ne voulais pas continuer, mais il fallait que je le fasse. Donc, pour pouvoir donner des rappels sur Junon, j'ai refait des tableaux avec les équivalences. Donc, il y aura un tableau qui définira Junon, et j'ai mis jupon. Franchement, ah, je suis désolée. Donc Junon et pas jupon. Son équivalent, c'est Héra. Ensuite, il y aura Hécate et Artémis. Pour voir qu'on Ah a oui. des schémas archétypaux. Et j'aurais pu aller bien plus loin en traversant l'océan et voir les équivalences en Mésoamérique, donc la culture aztèque, maya, etc. Mais là, il fallait que je reste centrée Ah oui, sur le Jupon, bassin oui. méditerranéen. D'accord. Alors, je t'avoue que c'est un domaine, la mythologie, qui m'a jamais beaucoup intéressé. Mhm. Heu, Bizarrement, parce que bon, c'est vrai que c'est mais en fait, parce que par nature, comme c'est de la mythologie et que moi je n'aime que les choses concrètes et factuelles, pour moi, c'est tellement trouble et tellement, pas confus, mais on s'y perd entre la mythologie grecque, la mythologie latine, les noms de chacun. Donc ça m'a jamais, j'ai jamais été passionné par ça. Ça me dépasse un peu, je trouve. Mais là, peut-être que sur un autre plan, autant la partie sur la République Marianne et cetera, enfin, je sais pas. Après, c'est purement personnel, hein, je précise. Là, je me permets de faire une parenthèse un peu égocentrée, là-dessus, mais parce que c'est vrai que, heu on peut s'interroger sur le pourquoi du comment par rapport au Covid et cetera. Donc ça peut, si on n'a pas suivi les épisodes d'avant et si on n'a pas suivi les débuts du dossier, si on commence le dossier à ce truc-là, on va se dire: «Mais c'est totalement hors sujet» et en fait, pas du tout. C'est simplement qu'il y a la symbolique, il y a la numérologie et cetera. Parce que partir du Covid arme biologique pour arriver jusqu'à la mythologie et refaire 2000 ans d'histoire, si je caricature un peu, c'est qu'il y a quand même quelque chose, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'ironie de l'histoire vis-à-vis de ce dossier, c'est qu'en disant ce que je viens de dire, je pense, au préambule de Schwab dans la grande réinitialisation. Parce que quand il écrit le Grand Reset, les dizaines de premières pages, il fait l'historique de toutes les pandémies, les épidémies depuis, l'Antiquité. Notamment de Justinien et cetera et donc finalement, indirectement, vous le faites ça, mais dans le bon sens du terme, pour éveiller l'intérêt général. Voilà, je ferme la parenthèse. Je te remercie. Et effectivement, l'adversaire qu'on appelle la mérule, qui a un fonctionnement qu'on peut attribuer de parasitaire, si on prend ce référentiel-là,
ou qui peut être attribué à la prédation des guêpes maçonnes germaniques ou frelons asiatiques en fonction du postulat qu'on prend, eh bien, on a donné d'autres façons, d'autres facettes pour que chacun puisse trouver un référentiel factuel sur le monde dans lequel nous évoluons, malgré nous, bon gré mal gré, et de mieux comprendre leur mode opératoire, leurs croyances et ce sur quoi ils s'appuient. Puisque qui dit nouvel ordre mondial ramène au nouvel ordre du monde de la Genèse, ce sera évoqué dans un autre dossier. Et pour ne pas perdre mon fil, jusqu'à présent, on a vu que la version terrestre du Léviathan, qui a été effacée en 2016, in fine, le code couleur de ce monstre terrestre, au sang aquatique, on va dire, c'était le bleu, le blanc, le rouge, hein, qui est commun au drapeau russe, qui est commun au drapeau français, américain, etc. Et on le verra par la suite justement dans ce dossier-là. Et donc, à partir de 2017, le Léviathan est ressuscité quelque part. Et le code couleur de ce Léviathan, cette bête aquatique purement maritime avec différentes têtes et des couronnes, son code couleur, c'est un bleu et le blanc. Mais pas n'importe quel bleu, et donc le blanc. Et là, on va essayer de continuer avec Junon, donc la jumelle de Jupiter, dont le chiffre finalement c'est le 21. Et pour vous donner un ordre d'idée, tout du long du dossier, on vous donne des informations. Là, effectivement, c'est un décryptage succinct, non pas du tarot de Marseille, qui est l'un des plus connus, mais d'un tarot bien de chez moi, donc de Besançon, qui est antérieur même au tarot de Marseille. Bien que les jeux de cartes divinatoires soient bien plus anciens. Après, on va aborder un sujet, j'espère que vous allez vous régaler et vous allez mieux comprendre le pourquoi de l'androgynie, le pourquoi du ni homme ni femme, à travers ce qui se cache dans le Grand Sceau de France. Donc, l'un des symboles clés de la République, et c'est ce qui scelle tous les textes, et donc nous avec, depuis 1848, pour celui qui est actif encore de nos jours. Oui, parce que je lis là parmi les symboles de la République expliqués sur le site de l'Élysée, le Grand Sceau de France, la Marseillaise de Roger de Lille. Je rappelle d'ailleurs, j'ai fait une lecture audio de la Marseillaise intégrale, paragraphe par paragraphe, y compris ceux qui ont été ajoutés notamment vers 1792-1793. Donc il y a une dizaine ou une quinzaine de paragraphes au total. On a le coq, héritage du peuple de Gaule gallinacé et référence à la mythologie antique Hélios. La fête nationale du 14 juillet, héritage du culte de l'être suprême, donc de Jupiter Taranis. Le faisceau de licteurs franc-maçon. Devise liberté, égalité, fraternité franc-maçon. Le drapeau tricolore, Marianne, dont le dernier timbre de 2018 dissimule des codes francs-maçons. Et enfin, le grand sceau de France, exemple d'illustration et dont les explications sont peu informatives. Pour obtenir plus de détails, il nous aura fallu prendre nos renseignements sur d'autres sources. Rappelle-nous ce que c'est que le licteur. Ah, ben c'est plus tard. D'accord, c'est plus tard. Alors, on va naviguer dans le dossier, on fait du freestyle. Oui, vas-y. La liberté, c'est ça qui est paradoxal, parce que finalement, quand tu me poses une question, je vais te répondre, mais il faut qu'on aille. Okay. Le faisceau de lecteur. Va à la page 132, s'il te plaît, puisque tu me poses la question du faisceau de lecteur. Mais comme ça, on le saura. 132, ah voilà. Voilà. Le faisceau de lecteur et les armoiries de France, la réalité des symboles. Alors, le faisceau de lecteur,
je reviens sur l'historique de la République. La République qui nous a été imposée avec la Révolution française reprend les fondamentaux de la République romaine dans l'ensemble, donc République romaine occidentale, orientale, donc qui va jusqu'en Égypte avec Alexandre le Grand, etc. Là, si tu veux, la République de cette époque-là, qui est toujours active de nos jours, faisait que les magistrats qui exerçaient la justice ne pouvaient pas appliquer les peines, donc les condamnations, pour éviter qu'il y ait un conflit. On ne pouvait pas être juge et partie. Donc les magistrats étaient accompagnés d'une personne qui s'appelait le licteur et qui appliquait les peines données par le magistrat. Donc ce faisceau de licteur, c'était une hache. Donc le licteur portait sur une épaule bien définie cet attirail-là, donc composé d'une hache qui est entourée de licteurs et donc il appliquait les peines, alors décapitation, couper les mains, etc., etc. Ce symbole-là, le faisceau de licteurs qui est censé apporter la justice, appliquer la justice, c'est ce qu'on a sur nos passeports. D'accord. Donc, on peut naviguer sur ces pages-là qui concernent le faisceau de lecteur. Est-ce qu'il non, ce ne sera pas plus intéressant que ça. Ce sera mieux réexpliqué plus en amont du dossier. Donc, je regarde. Donc, on revient au départ, là? Ouais, on va revenir au départ si tu le veux bien. Bien sûr, bien sûr. Alors, ok, donc on était au tableau, les lames de tarot, oui. Alors, on va passer les lames de tarot, on va vraiment revenir sur La liberté selon le grand saut de France. Ouais. Dans ce dossier, vous avez, j'ai intercalé la communication officielle que l'on trouve sur le site de l'Élysée, ce qui est là en bleu. Et le sceau, c'est une longue tradition, puisque les premiers sceaux sont très, très anciens. Et l'un des premiers sceaux qui représentait, on va dire, la royauté en France, c'était une abeille. D'accord. Et après cette explication-là officielle de quelle est la représentation de notre sceau actuel, sur lequel il y aura des explications par la suite, je vous ai mis le premier sceau de la République française, donc de 1789 et un petit peu après. Voilà. Et je vous livre la traduction. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce saut-là, si tu vas à la page, on va sauter les pages si tu veux bien, parce que voilà, ça c'est le modèle impérialiste république romaine. Mais sous quel type de république romaine les francs-maçons nous ont-ils placés? Sur principat ou dominat? Alors, pour ceux qui n'ont pas fait de latin, dominus, domine, dominum, domini, domino, domino, c'est le maître. C'est dominer, ça a donné le domus, le domicile. Donc, principat, Le domaine. dominat, voilà, domaine. Le Principat étant une république plus modérée, moins coûteuse pour les citoyens, alors que le Dominat, style de gouvernance initié dès 58, c'est le bon père de famille en quelque sorte. Mmh. Voilà. Donc il y a toutes les explications. Il y a un côté, ça me rappelle mon cours de fac, ça, histoire des idées politiques ou alors histoire contemporaine. Il y a un côté vraiment comme ça, c'est voilà, bref. Donc c'est à quelle page que tu veux que j'aille? Alors, est-ce que tu peux aller directement à la page 22 ? Donc là, c'est vrai que sur ces pages que Nicolas fait défiler, il y a toute la description des différents modes d'application de la République antique romaine. Et à la page 22, je vous livre la traduction
cryptée de ce premier sceau de France. Alors là, c'est l'avers, et ensuite, il y a le revers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la ruche, c'était le système de la royauté, mais chrétienne. Pour nous en France, hein, on est franco-français. Hein. Et ce symbole-là, je ne sais pas si tu peux le grossir, tu as donc une femme, supposément, qui tient un faisceau de licteurs et une fourche, une pique. Voilà. Alors, j'explique par la suite que si on est vraiment en effet miroir avec l'époque romaine, une femme ne peut pas toucher un faisceau de licteurs. Seuls les hommes avaient le droit de toucher un faisceau de licteurs. Donc déjà, physiquement, visuellement, on peut se dire que ce n'est pas une femme qui est sur le premier sceau de la République, ou du moins pas totalement. Excuse-moi, j'ai pas bien compris ce que c'était le faisceau du licteur, du coup, c'est quoi? Le faisceau de licteurs, en gros, c'est une hache. Ah, c'est une hache, ouais. Entourée de tiges et d'un Ah oui, parce tapis. que c'est ce qu'on voit à sa main Balai. gauche, à son bras Ouais. gauche, on voit le bout de la hache, donc Voilà. tourné vers l'arc, et puis il y a comme une sorte de bande. Voilà, imagine à l'époque médiévale le bourreau avec sa capuche, Oui, etc., qui se oui, promène dans les bourgs avec oui, son outil pour appliquer les sentences des juges du Moyen Âge. oui. Eh bien, parmi son attirail, son arsenal de travail, il avait la hache et il avait ce qu'on appelle le faisceau de licteurs, puisque ce sont des faisceaux, en fait. Le faisceau en lui-même est décrit par la suite. Mais c'est D'accord. l'outil de travail des bourreaux Mais qui alors le appliquaient les licteur, ça veut sentences. dire quoi? C'est licter, c'est quoi exactement? C'est Là, il faut revenir sur les dossiers. Je ah, ne suis pas revenue sur les d'accord, définitions, mais le licteur, c'est l'esclave qui accompagnait le magistrat durant ces applications de droit. Et donc, le magistrat donnait sa sentence et le licteur, son esclave qui appliquait les sentences, avait son attirail qui s'appelle le faisceau. d'accord. Ah ouais, donc c'est en fait, c'est le matériel de l'esclave, quoi. Et voilà, En gros, c'est voilà. ça. D'accord, faisceau Pour du appliquer licteur. les sentences, puisque la République romaine antique, euh, 90% des gens étaient des esclaves. Alors, par Ah la suite, d'accord. on explique les différents types d'esclaves qui composaient la société sous l'Empire romain, donc la République romaine. Alors Euh, justement, j'ai la définition du Robert, pour ceux qui voudraient avoir d'autres visions du licteur. C'est le garde portant une hache dans un faisceau de verge qui marchait devant les hauts magistrats. Dans la Rome antique, les licteurs constituent l'escorte des magistrats qui possèdent l'imperium, c'est-à-dire le pouvoir de contraindre et de punir. Après la République romaine, d'autres personnages officiels sont accompagnés de licteurs. Voilà. Donc ils sont chargés de protéger, d'exécuter les décisions coercitives des magistrats. Voilà, c'est les exécuteurs en quelque sorte. voilà, c'est bon. D'accord, là c'est plus clair pour moi. Ok, Et c'est parfait. décrit, c'est expliqué, c'est décrit dans les Oui, oui, pages bien sûr. Non, non, mais comme ça, mais tu fais bien de le lire, on pourra synthétiser, il y a pas de souci. tu fais Non, mais bien de c'est le ça. lire. Donc, là, en fait, donc tu nous dis les femmes, finalement, ne sont pas concernées par ça, ce sont censés être les hommes et là, à la gauche de la personne, nous avons, elle a le bout de la hache tourné vers l'arc et puis, Et à ce n'est sa pas droite, un arc, en fait, enfin, c'est quand je dis une l'arc, chaîne c'est d'esclaves. le comment? Et oui, parce que au-dessus de cette illustration du premier sceau de la République française après 1789, ce qui est entouré en rouge et puis avec une flèche, donc ce cercle-là qui se termine au pied du licteur, c'est une chaîne d'esclaves
Et c'est ce qu'on appelle les entraves. Donc la photo, elle est juste au-dessus, sur la page. Et cette république est censée nous apporter la liberté. Voici donc ce qui figure sur le premier sceau de la République française après la Révolution. D'accord, OK. Le message est: «On vous a bien eu, maintenant vous êtes enchaînés». Et cette femme-là, qui ne devrait pas être une femme, puisque à l'époque romaine, seuls les hommes pouvaient être les bourreaux des magistrats, on va dire, hein, les exécutants, elle porte une pique et elle tient une pique dressée et au-dessus, c'est une ruche. Donc en fait, cette femme qui n'en est pas une a mis sur une pique la royauté. Donc la ruche initiale des abeilles vertueuses. Ça, c'est ce que signifie réellement, de façon cryptée, l'une des phases du premier sceau de la République française post 1789. Et entre-temps, et par la suite, il va y avoir le sceau de France qui nous suit jusqu'à présent. Ah ouais, ouais. C'est le grand sceau de France qui a été mis en place, créé en 1848. Alors, dans le dossier, on redonne l'historicité avec Napoléon III, etc. Donc, on ne va pas tout Ouais, ça redétailler. c'est passionnant ça. 24 Comment? février 1800, c'est passionnant ça. Alors, 24 février 1848, feuilles de chêne, gerbe de blé, ouais, il y a tout là. ce grand sceau de France, donc, peux-tu rester parce que visuellement, c'est important, s'il te plaît. Ouais. On en donne le descriptif sur toutes les pages suivantes. Quand tu as le gouvernail sculpté, qui est en bas à droite, de cette face du sceau de France, qui est toujours actif parce que là, si tu veux, il y a la date de gravée dessus, mais ils ont effacé la date et Mmh. on a ce sceau-là de France depuis 1848. Donc la troisième, la quatrième, la cinquième République perpétue ce sceau-là, qui est un sigil maléfique, qui nous scelle qui scelle notre sort quand on est né français ou, en fonction de l'époque, colonie française. Alors, le fait qu'il y ait un gouvernail, ça, c'est un clin d'œil à la loi maritime, puisque depuis 1789, les corsaires ont débarqué sur le territoire et que seul ne subsiste du Royaume de France que Paris et l'Île-de-France. On comprend mieux pourquoi il y a un gouvernail. Le fait que ce soit une femme, alors je vais essayer de te lire ce que j'ai indiqué, comme ça, c'est pour situer un peu ce qu'il y a. C'est un homme, ce n'est pas une femme. Toujours pareil. Pourquoi? Parce que au niveau de l'époque antique, les femmes n'avaient pas ce costume-là. Donc c'est un petit peu plus tard. Il y a tout un extrait du code vestimentaire des Romains antiques, à 2-3 pages après. Seules les mères maquerelles avaient le droit de porter la toge. Donc là, si je résume, Les madame Claude de l'époque, quoi. oui, Pour voilà, parler plus, exactement. simplement. Voilà. D'accord. Donc ensuite, ce serait bien quand même de rester Ah, sur tu veux rester dessus et tu nous lis, ce qu'il y a après? D'accord, OK. C'est noté. le fait que ça soit très proche de la Statue de la Liberté. Cette représentation-là, qui est censée être Junon, donc la jumelle de Jupiter, alors il faut que je regarde, c'est la tiare à 7 piques, c'est par la suite que c'est détaillé, c'est en lien avec une déesse romaine et grecque qui est Hécate, avec les 7 faisceaux. Les 7 faisceaux, vous verrez par la suite, tu peux faire défiler maintenant, je t'en prie. T'es libre.
Les 7 faisceaux représentent les 7 têtes du Léviathan. Donc ça, c'est le code vestimentaire romain de l'époque, avec les fibules, etc. Donc, dans mes jeunes années, je passais quelques étés à faire des fouilles archéologiques sur des villas gallo-romaines. Je crois que je t'en avais parlé. Et donc, c'est super passionnant pour comprendre ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà, donc ça. D'accord. Donc, en fait, les symboles dès le départ sont androgynes. Mais bien sûr, puisque c'est leur idéal. Non, mais c'est ça qui est assez hallucinant quand même, parce que même si, bon, on l'a vu dans les précédents épisodes, mais c'est pour faire des piqûres de rappel aussi, ceux qui n'ont pas forcément regardé les premiers épisodes, de se dire que au départ, ce n'est pas soit homme, soit femme, c'est un peu des 2. C'est un peu, voilà. Ni l'un ni Ouais, l'autre. plutôt ni l'un ni l'autre. C'est ni gauche ni droite, comme dirait l'autre. Voilà. Il y a un OK. petit peu de ça. Et donc, l'androgynie maçonnique, si tu veux, on avait vu que c'était deux personnes qui étaient siamoises, collées dos à dos, donc avec 2 bras de chaque côté, donc 4 bras, 4 jambes, 2 têtes. Et La alors, dans science. le dans le milieu spirituel, on va parler du féminin sacré et du masculin sacré, si tu veux. Dans le milieu spirituel, le masculin va représenter plus l'action et le féminin plus l'intériorité. Eux, ils reviennent à la genèse, c'est-à-dire que c'est pré-adamique, donc avant Adam, et ils recollent tout. Donc, même si ça peut faire sourire certains, dans Goldorak, je renie pas mes Club d'eau et compagnie, hein, c'est ma génération, on a Minos et Mina, c'est une autre façon d'évoquer l'androgynie et le mi-homme, mi-femme, mais au paroxysme, puisque quand on travaille, quand on étudie, qu'on décrypte ce dessin animé-là, on se rend compte que ça dénonce l'époque aussi qu'on vit avec le Troisième Reich, Quatrième Reich, etc. Donc, s'il y a eu un Troisième Reich, c'est qu'il y en a eu d'autres avant. Et le fait qu'il y ait un personnage androgyne, mi-homme, mi-femme, dans le même corps, ça reprend le symbolisme des hermétiques francs-maçons. Et c'est très, très, très crypté aussi. Pour ceux qui ont regardé, et, c'est important de le souligner. C'est pas une lubie simplement que d'évoquer Goldorak. Alors, donc par la suite, sur cette page-là, on a effectivement la signification de ce qui est sur la face du Grand Sceau de France avec la tête et les sept épis qu'on retrouve aussi très fortement avec la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté qui n'est pas une femme, si on se réfère au code vestimentaire appliqué à l'époque romaine. Et qui Et était un symbole franc-maçon aussi. comment? Qui est un symbole franc-maçon aussi, non? En fait, ils n'ont rien inventé, les francs-maçons. Ils ont juste repris. C'est tout leur culte au pluriel sont antérieurs à l'époque abrahamique. Tout ce qui les anime est antérieur au texte d'Abraham, donc monothéisme qui en ont découlé. Ils se réfèrent qu'à cette époque-là qui soit est mésoaméricaine, donc Amérique latine, aztèque, maya, etc., soit égyptienne, soit gréco-romaine, et tout ce qui est culte polythéiste avec les sacrifices de sang et tout ce qui les anime en fait. Donc Hécate est une reine, une déesse. Je vais revenir sur le tableau, comme ça je vais résumer. Tu n'as pas besoin de bouger, je vais juste lire ce que signifie Hécate. Hécate, hécatombe, catacombe, tout ce qui est ramifié. Alors c'est une déesse lunaire déjà.
C'est une déesse olympienne et sa fille, c'est Scylla, quand on dit Caribe en Scylla. Alors Scylla, elle est derrière. C'est un monstre aquatique à 7 têtes, comme le Léviathan. C'est là-dessus que ce sont les symboles de la France République. C'est ce qui anime la République française depuis 1789. C'est leur mode c'est leur culte et c'est ce à quoi on nous fait adhérer depuis 1789. On est loin du monothéisme, y compris en judéique ou autre. Hein. C'est antérieur. Il faut en avoir conscience. Donc, tout le long du dossier, en réalité, nos symboles sont décryptés. D'accord. Donc là, pareil, on trouve. Attends, je vais mettre en plus grand. Les caractéristiques, les déesses, etc. Ça, c'est Voilà les. Scylla, la fille d'Hécate. Ouais. La sigillographie. Putain, la sigillographie, eh ben oui, je sais à quoi ça me fait penser maintenant. À, à Tintin. Putain, c'est quoi l'épisode de Tintin là avec le professeur qui avait un frère jumeau là, Tintin et le sceptre d'autocar. Voilà. Et c'est la première fois que j'entends à ce moment-là, je devais avoir, je sais pas, 7, 8 ans. Quand j'entends professeur, qu'est-ce que c'est que la sigillographie? C'est l'étude des sceaux. Regardez en famille, ça dure 20 minutes, Tintin et le sceptre d'autocar. Et ben là, on y est finalement, indirectement. Oh, c'est marrant, tu me fais retomber en enfance là. Mais là, c'est, on va dire, quelque chose de plus concret. C'est la science auxiliaire de l'histoire ayant pour objet l'étude, la description et l'interprétation des sceaux historiques. La sigillographie. Ouais. Voilà. Et donc, effectivement, le grand sceau de France est un sigil maléfique, un sceau maléfique, qui, d'un point de vue énergétique, c'est un peu comme si on nous avait enfermés avec un couvercle, le couvercle étant le sceau de France. Et c'est pour ça que, à plusieurs reprises, j'ai expliqué qu'il nous fallait véritablement un exorcisme majeur et qu'idéalement, il faudrait que ce sceau et tous les textes qui sont scellés avec le sceau de 1848 soient détruits, mais pas de façon, comment dire, autrement que par des personnes qui sont habilitées à le faire. On est véritablement dans le contre-rituel maléfique et c'est pas donné à tout le monde. Et il n'y a pas que la Russie, pour rebondir sur ce que disait Pierre Hillard, qui nécessiterait d'un exorcisme, puisque ce sceau de cire qui scelle chaque constitution, chaque texte majeur depuis, donc des textes de loi, etc., ça nous enferme dans un piège, dans un piège qui nous rend aussi, d'un point de vue énergétique, amnésique, apathique, alors qu'en fait, on sent qu'il y a quelque chose chez nous tous qui ne demande qu'à s'exprimer. Sauf que tant qu'on aura ce sceau maléfique qui nous scellera notre sort, on aura du mal à s'en sortir. Après, sur les pages, il y a l'explication du drapé de la toge, il y a l'explication du gouvernail, il y a l'explication du faisceau de licteur, justement, l'explication des feuilles de chêne, tout est décrypté. Ça, c'est le revers du fameux sceau de France qui nous scelle notre sort. Et c'est pareil. C'est fait exprès, les 2 triangles qui font israéliens? Alors, c'est pas. Mais oui, bien sûr, parce que. Comment expliquer? Le premier triangle représente le triangle qui ascensionne, on va dire c'est le principe masculin.
Mais sur le tableau alchimique, ça représente. Alors attends, il faut que je me souvienne. Le masculin, je crois que c'est le fer et le féminin, c'est le cuivre. Donc, parce qu'il faut faire des sauts de puce. L'un, c'est Mars et l'autre, c'est Vénus. Donc, effectivement, initialement, c'est rapporté au sceau des Lévi, l'étoile dite de David ou le sceau de Salomon, mais le sceau de Salomon est un sceau maléfique. Et si tu regardes bien, l'hexagone, alors ça c'est une petite parenthèse, le drapeau israélien, quand on regarde l'orientation de l'hexagone, il est horizontal, alors que l'hexagone de la France est vertical. Mais l'hexagone de la France, on le verra plus tard, c'est le cœur, effectivement, également d'une étoile à 6 branches, mais pas orientée de la même façon. Donc là, on passe sur le revers de la médaille, le revers du Grand Sceau de France, et pareil, je donne les explications, les décryptages. Donc il y a du texte, il y a des référentiels. Il y a un texte qui explique ce qu'est le Sceau de France. Alors, on parle du garde des Sceaux, mais Oui. parallèlement, il y a le président des Sceaux. Alors, comment ça se fait qu'il y a un président des Sceaux dont on n'entend jamais parler? Ça, c'est Aujourd'hui, une qui question. est-il? Parce que le garde des Sceaux, ministre de la Justice aujourd'hui, c'est Darmanin, à l'heure où l'on parle. Mais le président des Sceaux, je sais même pas qui c'est. Ce président des Eh Sceaux, bien, on voit. cela fait Alors, partie de toutes les questions que il y a je la vous. ville de Sceaux, le maire de Sceaux, oui. Il y a garde des Sceaux, Darmanin, ministre de la Justice, par décret du 12 octobre 2025. Mais le président des Sceaux de France, c'est ça? Oui, Euh, j'ai pas de nom. ça existe, puisque dans le dossier, j'avais repris un texte du président des Sceaux qui lui-même s'interrogeait sur ce qui se passait au niveau de la politique française. Comment ça se fait qu'on Et n'a au pas de nom niveau- sur Internet? Ou alors c'est un emploi fictif? Je dirais pas ça, je dirais simplement que c'est peut-être la façon de chercher le, le chemin pour pouvoir trouver ce président des Sceaux. Il n'est peut-être pas aussi évident que ça. Alors attends, regarde, attends, il faut que je regarde parce qu'il y a peut-être le Oui. lien qui t'amène en bas de page. Oh, ah non, il y en a moins ici. Attends. Et je te dirais, à la limite, chacun y ira de ses recherches aussi. Nous, on a lancé, on a mis des petits Vous cahiers. êtes tombé comment sur la fonction de président des Sceaux? À partir de quelle source? Eh bien, je ne vais pas te raconter tous mes secrets de Non, non, mais cuisinière. bon, parce que je le trouve pas, donc ça m'interloque. Alors, je regarde. Est-ce que. Attends, cabinet de pied. Nanana. Parce que garde des Sceaux, ok, mais président des Sceaux, j'ai jamais vu, hein. Et Président des Sceaux. Alors, il y a. Je te président des rappelle Sceaux que de France. quand j'ai fait ces 7 dossiers-là, j'étais en même temps sur les 7 dossiers. Cherche pas l'individu, cherche plutôt. Attends, je regarde sur mon téléphone. Parce que même la fonction de président des Sceaux, Est-ce que ça a disparu entre-temps? au XXe siècle, alors je vais mettre. Tu me vieillis. Non, 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 parce que c'est c'est pas ça, intéressant. mais non, mais Vous avez parce mis qu'il faudra pas, faudra pas se dans tromper, vos quoi. salons, on est en train de chercher quelque chose. Bien sûr, mon téléphone. Jean Foyer. Attends. Ah ouais, ce serait important de savoir si votre source, elle est fiable. Allez-y. Alors, non, attends, je vais regarder Grand Sceau de France sur Wikipédia.
Salmon, presse, cire, couleur, ruban. C'est peut-être dans un autre dossier la référence sur le président des Sceaux. Alors, Les Sceaux de France. Ça servira à quoi d'être président des Sceaux de France? Il y a déjà un garde des Sceaux, donc. Mais parce qu'il y a une structure, une institution qui a la. Qui Alors, il y a garde. peut-être un site internet sur les Sceaux de France tout court. Élysée, bah, puis, c'est. je te dirais que si c'est dans les dossiers et qu'on ne nous a pas banané, rien que pour ça, c'est que ça existe. Peut-être que les militaires sont au courant, mais après, enfin, moi, j'attends qu'on m'apporte la preuve parce que là, c'est invisible sur Internet. Alors, c'est quand même incroyable parce que ça devrait même se savoir. On arrive à trouver des trucs sur un peu tout. Alors, pouf, pouf. Après, je dis pas que vous l'avez inventé puisque ça peut pas s'inventer un truc comme ça, mais Non, non, ça ne peut pas s'inventer. Et je te dirais que j'ai tellement d'archives tellement d'archives scientifiques entre le Magnoron, Padis PE, etc., et toutes les sources, on va dire, plutôt ésotériques ou symboliques, qu'il faudrait que je recherche dans mon ancien ordinateur, là, sur le PC de Jean-Pierre, pour te retrouver ça. Je peux rechercher. mais pour le prochain épisode. Voilà, parce que là, sinon, on va faire Oui, 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 pas de souci. ton papier, tu mouches. Donc, Mais il y a un président des Sceaux et je te dirais que j'ai repris un extrait de son intervention. Alors, je ne sais plus dans quel. en tout cas, au moment où vous avez conçu les dossiers, il y a 5-6 ans, le président devait exister. Peut-être qu'il a été enlevé entre-temps, parce que comme Macron a C'est supprimé possible. des corps d'État, c'est possible. Mais c'est vrai que ce serait bien de savoir pour le public qui aujourd'hui est le président des Sceaux. Si ça se trouve, Darmanin est garde des Sceaux et en même temps on l'appelle aussi président des Sceaux, parce que hormis ça, je vois pas comment se fait-il qui. Alors, on sait qu'il y a des institutions comme l'Assemblée parlementaire de la francophonie que personne ne connaît ou presque, ou des choses comme ça. Peut-être, à voir. En tout cas, affaire à suivre. Donc, nous avons euh, les anagrammes, d'accord. Le sigil de la Kabbale, le grand sceau de France. Alors, ça veut dire quoi, sigil de la Kabbale? Alors, ben, on va continuer le dossier. Déjà, le sigil, c'est donc un sceau. Et la Kabbale, c'est en lien avec tout ce qui est hermétisme occulte. Et on va continuer le chemin. Mais du coup, là, je ne dirais pas que tu piques ma curiosité, mais j'étais en train de rechercher sur quel dossier il y avait le texte du président des Sceaux qui lui-même Tu me le retrouveras pour la prochaine fois, t'en Ouais, fais pas. pardon, On va avancer, excusez-nous, il n'y on a va pas de souci. avancer. Oui, mais Alors, comme pourquoi quoi, la Kabbale? au moins, même le travail de lanceur d'alerte n'est jamais acquis d'avance ou jamais fini. Parce qu'en réalité, il y a toujours des. C'est déjà d'une, et je rappelle que ces dossiers-là, je les ai entamés en septembre 2021, qu'on est en mars 2026, que je replonge dedans juste pour pouvoir me rafraîchir la mémoire, que toutes les ressources sont archivées, mais que je n'ai pas relu intégralement mes dossiers. Voilà. Donc, effectivement, vu toutes les ressources qu'on a, comment dire, mon ordinateur implanté, l'ancien, je l'ai noyé au café. Donc j'ai je rechercherai. Mais je suis d'accord avec toi, je retrouverai si vraiment, comment te dire, si le devenir de la France ne tient que sur le nom du Non, président non, des non. Sceaux, alors là, Non, je mais vais c'est vrai m'atteler que à la tâche. c'est vrai que comment dire, les détracteurs n'étant pas en reste, Bah, voilà. qui viennent et qui fassent les recherches, comme ça m'aidera. Poum, Alors, alors, fait intéressant, Phélus
est un terme utilisé par les numismates et notamment par les proto-historiens comme Jean-Marc Doyen de l'Université de Lille. Ces travaux nous ont d'ailleurs grandement aidés puisqu'il dirige depuis 2011 le journal of Archaeological Numismatic, une revue internationale consacrée à l'archéonumismatique. Je Oui, savais parce même que pas que nous c'est. citons les Ah oui, noms régulièrement bah, régulièrement, pas toujours, des personnes qui indirectement nous ont permis de monter les dossiers. Alors, c'est en lien avec les lettres que j'avais entourées sur l'autre versant du Sceau de France. Et donc, bon, il faut lire, je ne peux pas reprendre tout comme ça. oui, Euh, chacun va faire le boulot aussi, hein. On est d'accord. Exactement. Parce On qu'en avance un en peu. réalité, tout est crypté. Ils ont, je te rappelle, 4000 ans de plus de connaissances, de savoir et de pratiques que nous. On est des nymphes à côté. On nous a retiré tous les savoirs, toutes les compétences, toutes les connaissances. Alors là, on va essayer d'avancer un petit peu et je vais aborder un sujet qui fâche, effectivement. Pourquoi Kabbale? C'est en lien indirectement avec le Liban. Puisque Kabbale, c'est le synonyme de Baalbek. Baalbek, c'est un site archéologique libanais. Je ne vais pas tout reprendre. Où il y a notamment le temple d'Héliopolis, un temple dédié à Jupiter, où il y a de temps à autre, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il y avait un festival musical francophone et pas seulement. Et il faut garder en tête que tout ce qui se passe est antérieur même aux religions monothéistes, donc judéo-chrétiennes, musulmano-chrétiennes, judéo-musulmanes, enfin bon, tout ce qui est en lien avec la religion dite abrahamique. Tout ce qu'ils essayent d'appliquer désormais est antérieur et donc en fait référence à la culture polythéiste avec le culte des, plus loin, Baal, et on va dire toute la famille en démonologie. Voilà. Alors, quand on parle de temple, troisième temple, on va nous expliquer que c'est le troisième temple de Salomon. Mais en réalité, ce qu'ils essayent d'appliquer, eux, c'est remettre en place le temple de Jupiter, qui existe déjà, qui est sorti de terre, qui se trouve à Paris, et c'est tout le quartier de la Défense. Donc, gentiment mais sûrement, tu vas pouvoir faire défiler les pages. Voilà, ça, c'est le temple de Jupiter à Baalbek, donc anciennement Héliopolis, un temple dédié au dieu Jupiter avec sa parette Junon. J'ai une mauvaise image qui me vient à l'esprit en voyant ça. Oui. Heu, Comme une pareidolie, on a l'impression que c'est un humain. Il y a un côté, humain robot. Mhm. La partie droite là, on dirait c'est un peu comme les dans Star Wars, les soldats et on a l'impression qu'il a le sexe en érection. Alors je sais que c'est pas voilà. Non mais ça fait Pourquoi pas? je C'est, sais pas, j'ai pas ça vu m'a fait penser à ça, je sais pas pourquoi. j'ai pas vu ça comme ça, mais à chercher. Désolé, hein, mais c'est pas pour que j'ai l'esprit mal Mais c'est pas placé. désolé. Non, non, mais ça fait très bizarre parce qu'on a l'impression que c'est comme un homme couché avec, comme, un visage mais sans visage, comme, un peu les détraqueurs Alors, dans Harry Potter ou un truc comme ça. c'est pas du tout dans cette perspective-là Bah, que j'ai travaillé ça. je me doute, Donc, tu as effectivement, désolé. mais pourquoi pas? On peut trouver plein de choses hein, dans leur façon de procéder, puisque c'est à tiroir en fait. Hein. Donc, du coup, c'est peut-être possible, c'est plausible, mais c'est pas sous cet angle-là que j'ai travaillé ce temple de Jupiter qui se trouve au Liban.
donc à Baalbek. C'est en lien avec le temple de Jupiter, quartier de la Défense à Paris. Donc sur cette page-là, il y a le quartier de la Défense qui se trouve juste en dessous de ce plan-là. Donc ça, c'est en dessous. Voilà, c'est le quartier de la Défense. Et donc, c'est le plan de la RATP. Et en réalité, j'ai superposé le plan du temple d'Héliopolis ou de Jupiter à Baalbek, anagramme de Kabbale, sur le plan de la Défense. Et ça match. C'est sur les pages d'après. Alors, à l'écran, c'est pas véritablement évident de le voir. Il y a les explications sur les pages suivantes. Et si vous êtes sur votre téléphone, ne vous abîmez pas les yeux. Il suffit que vous téléchargiez les dossiers pour avoir et les explications et la possibilité de vraiment explorer ce qu'il en est. Donc, le troisième temple, mais celui de Jupiter, il est déjà sorti de Terre et c'est en France. Ça veut dire que même le cube existe. Alors, oui, ça c'est Hécate. C'est une autre vue de la Défense. Donc en fait, par la géographie et le placement des réseaux, ferroviaires, routiers et cetera, ils recréent, une symbolique, d'illustration par rapport à la mythologie et tout ce qui va avec, comme Mitterrand Ouais. avec les monuments de Paris. D'où l'importance et le choix qui n'est pas un hasard de la France pour remettre, faire une résurgence de ce qui existait auparavant. Donc effectivement, c'est une autre vision, un autre plan du quartier de la Défense et ça figure une arme qui s'appelle Hécate, à nouveau Hécate, et qui est dont j'ai trouvé l'illustration et ça se trouve en page suivante. Et alors pourquoi le visage de la guêpe? C'est que si tu reprends 2-3 pages précédentes et que tu vois le plan du quartier de Paris La Défense, ça fait une forme de tête de guêpe. C'est un peu avant, un tout petit peu avant, encore avant. Voilà, ça, si, ça représente le visage de la guêpe maçonne, la guêpe germanique. Ah oui, oui, d'accord, ouais. Oui, il faut le voir au départ, c'est pas là, ça fait vraiment, ouais, ça fait vraiment robotique. On a l'impression que c'est presque un truc militaire. Alors, le texte explique pourquoi il y a le cube. Le cube, c'est l'Arche de la Défense, hein, bien entendu. Donc, vous avez l'explication. Là, l'objectif avec Nicolas, c'est vraiment de vous donner des points d'accroche pour mieux comprendre et mieux vous approprier les dossiers en termes de connaissances et de révision, en fait. Ce sont des choses qu'on nous a mis de côté et qu'on a mis sur les dossiers. Alors après, on va passer sur une autre chose qui est Oui, le assez... grand saut de France, au Hezbollah, ça, faut faire le grand écart, là. Il faut faire le grand écart. Alors, on vient de voir que Baalbek, c'était le synonyme de Kabbale. Donc, Baalbek se trouve au Liban. Avec les épisodes, je te regarde plus parce que j'essaie de mettre les idées en tête. Les épisodes précédents, on a vu que la Ve République, c'était un travail d'équipe de relais où le seul objectif, c'était à la fois de détruire ce qui était initialement le lion de la France, donc la ruche vertueuse, pour mettre de nouveau sur pied ce qui est leur paradigme, le strict opposé. Et donc, on s'est rendu compte que le plan architectural, et c'est par la suite, du ministère de Paris, de Bercy
avec Arena était reproduit sur le drapeau du Hezbollah à main levée, et que le Hezbollah est en lien avec l'ère mitterrandienne. Voilà. Donc, par la suite, il y a les illustrations, puisque c'est quelque chose que je n'aime pas aborder, mais j'avais déjà expliqué que chaque élément douloureux des attentats était une commande de ceux qui sont aux commandes, derrière le rideau. D'où l'intrication de l'ère mitterrandienne et du Hezbollah. Donc là, il y a toutes les explications. Si tu veux lire, comme tu veux, hein, mais il y a les pages après suivantes qui donnent la description. Alors, en analysant le sceau, nous avons fait le lien avec le culte triade Jupiter, Bacchus et Cat, nommé temple de Vénus et Scylla. Lorsque nous avons analysé la Ve République depuis la présidence de Georges Pompidou, nous avons mentionné sur l'affiche concernant François Mitterrand qu'il était grand amateur et connaisseur des arts et traditions égyptiennes, mais surtout qu'il était à l'origine de 8 projets architecturaux. 7 d'entre eux se réfèrent à la symbolique ésotérique de l'Égypte antique et de l'époque abrahamique antérieure à Jésus-Christ. Le 8e site, le ministère des Finances de Bercy, ne correspondant pas à ce postulat, nous avons dû pousser nos recherches hors de ces critères mythologiques. Il faut bien comprendre que dans les hautes sphères hermétiques, rien n'est laissé au hasard, ce qui, pris de façon isolée, ne choque personne, prend un tout autre sens lorsque l'on élargit son champ de vision et de recherche. Et même si nous n'avons pas exclusivement travaillé sur notre actualité française et internationale, nous sommes toujours informés des mesures gouvernementales liberticides et génocidaires. Nous avons fait le choix de ne pas nous focaliser sur le plan actuel pour apporter notre pierre à l'édifice en misant sur des investigations à contre-courant. Donc avec rappel chronologique, Mitterrand, élection, etc. Donc il y a tout le plan chronologique jusqu'en 87-89. Les personnages clés depuis la Ve République. Voilà. Et donc, voilà. Et l'objectif, c'est véritablement qu'on intègre la réalité cryptée derrière chaque symbole, chaque monument, comment te dire, on se définit à partir de ces symboles-là. On va défendre le drapeau bleu, blanc, rouge, on va défendre la Marseillaise, etc. Parce qu'on nous a demandé, on nous a instruit, on nous a programmé à ça. Mais derrière ça, voilà ce que ça signifie. Alors là, cette page-là, l'illustration avec le schéma violet, enfin le plan violet, c'est le quartier de Paris-Bercy, donc avec le ministère de Bercy et la salle Arena, multifonctionnelle, sportif, etc. L'illustration au-dessus, c'est le drapeau du Hezbollah. Et donc, de la même façon que j'ai superposé le plan du temple de Jupiter à Baalbek, au Liban, sur le quartier de la Défense, à Paris, j'ai été amenée à faire une superposition du symbole du Hezbollah avec tout le quartier de Paris, Paris-Bercy, Arena, etc. Et donc, tout ce qui suit va vous démontrer l'envers du décor. Et je rappelle que ces dossiers-là, nous les avons fait remettre à l'Institut de France aux académiciens et qu'on les a remis en gendarmerie à l'époque, en mai-juin 2022, et que je suis là devant vous à expliquer ce que sont nos dossiers. Et si effectivement il y avait d'une quelconque façon matière à comment dire, si ce n'était pas vrai, je ne serais pas là pour vous le dire. Tout simplement. Je vais faire simple. Hein. Très bien. Alors, les pages suivantes, on va les zapper. Bon, on va pouvoir finir l'épisode là-dessus. Comme ça, on va pouvoir repartir
au prochain épisode, il y a le sceau de Salomon dissimulé. Ça, on laissera les auditeurs regarder. Voilà. Et puis, la prochaine fois, nous allons reprendre. Ouais, il y a pas mal de choses, hein, quand même. Sceau secret de Salomon. D'accord. Paris, capitale sous scellé. C'est joliment dit. Enfin, Mhm. voilà. Donc, Ah ouais. sur ce thème-là, où tu vois, Nicolas, regarde le plan de Paris, tu as Paris, la Défense et tu as le cube. Alors, Oui, oui, à la Mecque, tu as le cube noir, et oui, là, tu as le cube aussi, le cube de leur nouveau paradigme, de leur nouvel ordre mondial. absolument. Ce qu'il faut intégrer, c'est que ce qui se passe à l'heure actuelle et depuis longtemps dans la zone méditerranéenne, c'est pas tant pour reconstruire, mais c'est exclusivement pour tout détruire. Puisque c'est déjà sorti de terre. Et Ouais. par la suite, effectivement, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a des illustrations où je vous montre que la voûte du Forum des Halles, c'est une tête de cobra. Là, si tu veux, on peut simplement faire défiler les pages pour que vous ayez un aperçu. Voilà ce qu'est Paris en réalité. Bon, ça, c'est une fable du Pan. Voilà, des illustrations sur Paris. Ça, c'est la cour du Louvre. Ah, Voilà, avec tout ce qui est symbolique, maçonnique, et puis des références à Knepper, etc., etc. je rappelle que le dossier sera accessible gratuitement, en accès libre, que tu réponds aux mails, etc. Donc tout ça en commentaire épinglé de la vidéo. Voilà, on le Voilà. rappelle. Ça, c'est Avec Paris. Hein. Et colonne de bureau. la fameuse tête d'Apophis, ça, c'est le Forum des Halles, au Ah ouais. milieu là. La nouvelle voûte. Apophis, c'est dans Stargate SG1 aussi. C'est les Aussi. Goa'uld. Absolument. Et dans un des derniers épisodes, où on nous informait que le meilleur moyen pour eux, Gengis Khan et compagnie, de pouvoir revenir sur Terre, c'était de parler d'amour. Effectivement. On a les mêmes références. Hein. Stargate, Atlantis. L'occultisme d'État. Ça, on verra plus tard. On reprendra là peut-être la prochaine fois pour l'épisode 17, Mm. si tu veux bien. Merci à tous de nous avoir suivis déjà pour cet épisode. N'hésitez pas à diffuser, à partager, à vous abonner, à écrire à Virginie si besoin, à prendre les dossiers, à vous les approprier, à les diffuser. Et bonne soirée à tous. Et je retrouverai le président des Sceaux. Voilà, merci.